Afrique des libertés. Excellent samedi 28 janvier 2023 à travers le Cameroun, mon pays natal et le monde. Le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains est dans son oratoire. Soyez bénis à travers mon pays natal, le Cameroun, à travers l'Afrique continentale. Soyez bénis à travers les diasporas. Soyez bénis, amis européens, amis américains, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté. Notre ami Wanda Christo Medley ouvre le chemin de notre première conversation de ce samedi 28. L'assassinat crapuleux du journaliste camerounais Martinez Zogo met-il enfin fin au mythe du pays organisateur au Cameroun? Nous aurons plusieurs sujets à traiter aujourd'hui. Je commence par celui-là. Nous en aurons 3 ou 4 à traiter brièvement ainsi en ce samedi. 28 janvier 2023 sur la terre des hommes. Africaines, Africains du monde entier, soyez bénis. Amis asiatiques, américains, amis européens des luttes africaines pour la liberté. Excellent samedi partout sur la terre. À vous dans les îles et les péninsules du monde. Aux Antilles et dans l'océan Indien. Bénédictions infinies. Le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains est au service. Portez-vous bien, où que vous soyez, au repos, au travail, en déplacement. Recevez à travers cette chanson du Bassa Bantou camerounais la bénédiction de nos ancêtres angélisés par-dessus tout, du Tout-Puissant. Nyamuran lo weni alama bana ngem kindir mange ngemano ngemuman yelonge ngemumano mama. Votre serviteur en super forme, après quelques jours de récupération, remonte au service. Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets. Et le premier, c'est qu'en est-il du mythe du pays organisateur? Dans mon pays natal, le Cameroun, après l'assassinat crapuleux de notre fils, de notre frère, bien-aimé, Martinez Zogo. Comment va-t-on s'en sortir? Ulama bana ngem kindir mange ngemano ngemuman yelonge ngemumano mama. Comme ça. Ngemano ngeman yelonge ngemumano mama. Chantons, chantons dans la langue de nos ancêtres angélisés. Partageons la connaissance de notre civilisation africaine multimillénaire. Je vous salue à travers l'Afrique centrale. Je vous salue à travers l'Afrique de l'Ouest. Je vous salue à travers l'Afrique du Nord. Je vous salue à travers l'Afrique australe. Votre serviteur est là. Ata mabege jojom atara Yehova nyambe ukoli nilipe melobi sugon ye anyambe
yon li pemjon. Men lobi sougon ye anyambe yon li pemjon. Oh, ata ma bege joljon. Dédicace spéciale à tous les journalistes assassinés à travers l'Afrique, à tous les martyrs du régime criminel d'Aïdjo et de Paul Biya dans mon pays natal, le Cameroun. Dédicace spéciale à tous les prisonniers politiques du Cameroun. Ma bege joljon. Ukoli nilipe. Men lobi sougon ye anyambe yon li pemjon. Dédicace à la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise piétinée, méprisée, dont une partie s'élance dans les voies de la mort à travers le Sahara et dans les routes de la Méditerranée. Dédicace au peuple camerounais, Afrique en miniature, en attente d'un grand moment, en attente de sa véritable résurrection politique. Ma bege joljon. Taranungi ukoli nilipe. Men lobi sougon yo anyambe. Je salue la diaspora de Montréal. Je salue mon pays, le pays Betty Boulou. Je les salue. Cameroun, Zamba Iwo. Zamba Tatowo, Cameroun. Oh, Cameroun, Zamba Tatowo, Zamba Iwo. Anyambe yon li pemjon. Camerounaise, Camerounais. Mbolo, Mayerabe, Obusine, Salam alaikum, Mabwili o, Maoumba Bwili. Je vous salue où que vous soyez et je vous dis Melapte. Je vous remercie de l'union de lutte, de l'union de prière, de l'union de pensée, dans laquelle notre pays natal est en train de s'acheminer, confronté à l'expérience de la tragédie. Kidnappé devant un poste de gendarmerie à Yaoundé en ce mois de janvier 2023, torturé, violé, assassiné, le journaliste Martinez Zogo met le peuple camerounais devant son miroir. Oui, ce crime crapuleux n'est pourtant pas le premier dans l'histoire de la jeune République du Cameroun. À partir notamment du 19e siècle, assassiner des gens s'est avéré le moyen principal de la force publique pour exister. Car, après l'acte barbare et odieux de la traite négrière, la pénétration coloniale menée par l'Allemagne, puis par la suite la Grande-Bretagne et la France, n'était qu'une succession d'actes criminels à travers l'Afrique et dans mon pays natal. Barbarie coloniale qui instaura l'État africain au 19e, 20e siècle comme étant une force détenant essentiellement la puissance de tuer sans pitié, de tuer sans jugement, de tuer à volonté et de ne se justifier que par la crainte distillée dans la population d'être tué. Si on pouvait faire une autopsie, si on pouvait retracer une psychologie de l'État africain tel qu'il a été implanté par la triple barbarie négrière, colonialiste, impérialiste, néocolonialiste, on dirait ceci. L'État africain a été conçu par les négriers, les colons, les néocolons et les néocolonisés comme étant essentiellement une force
dont la légalité et la légitimité viennent de sa capacité à tuer sans être jugé. Autrement dit, l'essence de l'État africain d'origine négrière, d'origine coloniale et d'origine néocoloniale, c'est une essence criminelle. Organisation publique de donneurs impénitents de la mort à tous ceux qui, de près ou de loin, contestent leur capture, leur confiscation, eh bien, de cette chose commune qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir qui se définit en philosophie et en sciences politiques comme étant l'art d'agir ensemble. L'État africain n'est pas né, notamment en Afrique d'expression française, il n'est pas souvent né du triomphe de la révolution africaine. Il n'est pas souvent né de la restauration de la civilisation africaine dans ses valeurs les plus hautes et les plus nobles. L'État africain est né de la négation des valeurs potomitantes de la civilisation africaine que sont la vérité, la justice et la solidarité. C'est un État qui naît dans la suite des négriers racistes, orientaux et occidentaux. C'est un État qui naît entre les mains des colons et de ceux qu'ils ont choisis parmi les peuples colonisés pour assurer la continuité de leurs intérêts. C'est un État qui naît essentiellement comme étant une immense force de mort, une force de prédation, une force de capture des richesses et des hommes, une force de destruction du bien. L'État africain, et cela est vrai du Cameroun, comme de la quasi-totalité des pays d'Afrique d'expression française noire, l'État africain, c'est ce que Sonny Laboutansi a appelé l'État honteux. C'est l'État de l'antépeuple. C'est l'État du pleurer rire. Eh bien, d'Henri Lopez, dans son roman « Le pleurer rire », avec le personnage central de Boakamabé Nassakade. L'État africain, c'est l'État du bourrois. C'est un État sans dessus-dessous, un État fripérique, un État yougou-yougoulique, un État ndjoundjouik, un État kakamouik. C'est un État mboutoukouik, un État kengematoy, un État boubazo, boubourou, un État nyata. Ce n'est pas un État dont l'intention créatrice était de restaurer l'Africaine et l'Africain dans leur dignité anthropologique. Le problème est là, le problème profond est là. Celui des fondements spirituels de la politique africaine. Dans mon pays, le Cameroun, l'État a commencé à tuer. Dès lors précisément qu'il s'est présenté sous les visages du négrier, sous les visages du colon et sous le visage des héritiers du colon. Notre État, l'État du Cameroun, est un État tueur, parce que ce sont les tueurs qui l'ont instauré. Né en janvier 1960, officiellement, d'une déclaration d'indépendance, l'État camerounais a été instauré par les colons français et britanniques qui avaient pris le soin de massacrer de manière disciplinée et rigoureuse les populations et les individualités camerounaises qui leur avaient résisté. C'est exactement ce qu'avaient fait dès le 19e siècle les Allemands. À l'issue de la terrible réunion de Berlin en 1884-1885, où ils s'étaient partagé l'Afrique sans les Africains. Ces odieux impérialistes occidentaux qui se promènent maintenant sur toute la planète en donnant des leçons de morale à tous les carrefours. Ils se réunirent de 1884 à 1885 à Berlin, capitale maudite pour l'histoire de l'Afrique, lieu maudit d'où partent souvent les pires intentions contre l'humanité, comme on vient de s'en rendre encore compte. Ils se réunirent à Berlin et se partagèrent l'Afrique sans les Africains. Donc, l'État, dès lors qu'il est instauré par le colon, il est criminel. Parce que la colonisation, c'est la domination par le crime, par les travaux forcés, par les déportations, par les prédations, par les mensonges.
lorsqu'il est question de mettre en place l'État du Cameroun, dans les années 40, les années 50 et les années 60, les colons britanniques, pour ce qu'on a appelé le Cameroun anglophone, et les colons français, qui ont hérité, depuis 1916 notamment, de la colonie allemande du Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Ils sélectionnent parmi les nouvelles élites du Cameroun celles qui sont soumises aux intérêts des puissances négrières, des puissances colonialistes, des puissances néocolonialistes. C'est cette sélection sanglante qui donne dans mon pays natal l'un des plus grands épisodes d'assassinat politique qu'il ait jamais connu, le plus grand d'ailleurs. Entre 1955 et 1971, la guerre d'indépendance du Cameroun permet à l'armée coloniale française, assistant la nouvelle armée néocoloniale camerounaise qu'elle a créée, car en réalité, les fondateurs de l'armée néocoloniale du Cameroun ne sont rien d'autre que les officiers français, et mieux les officiers camerounais qui appartenaient à l'armée française et qui ont participé aux guerres d'Indochine, aux guerres d'Algérie, où ils se sont formés à la répression, à la brutalité, à la sauvagerie, à la barbarie coloniale. Ils vont donc mener une guerre coûtant près d'1 million, parfois même plus d'1 million selon certaines estimations, de vies humaines à mon pays natal, et ayant pour but d'éliminer le seul mouvement qui, dans les années 40 et 50, incarnait les véritables aspirations traditionnelles, les aspirations totales, civilisationnelles, à la recouverte de la souveraineté, à la recouverte de la dignité, à la recouverte de la prospérité des Africains du Cameroun. C'était l'union des populations du Cameroun, de Ruben Oumiobe, de Félix Moumié, de Osende Afana, d'Ernest Wandié. Ils vont systématiquement assassiner en masse, notamment dans les pays Bamileke et Bassa, les populations qui se sont engagées dans ce processus d'émancipation. Ils vont traquer à travers le Cameroun, ils vont traquer à travers le monde les dirigeants du mouvement indépendantiste camerounais. Oumiobe est assassiné le 13 septembre 1958 dans la forêt de Boumiébel, chez nous au Cameroun. Félix Roland Moumié est poursuivi jusqu'à Genève en Suisse le 3 novembre 1960. Un espion des services secrets français dont on connaît exactement le nom. Il s'appelle William Bechtel. Les services secrets français s'appelaient à l'époque la SDES. William Bechtel met du thallium dans le verre de Ricard du docteur Félix Roland Moumié qui meurt quelques temps plus tard, eh bien, des suites de cet empoisonnement à Genève. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont traqué dans la forêt du Cameroun le premier docteur en économie de toute l'Afrique noire, le docteur Castor Osende Afana, auteur d'une thèse de doctorat lumineuse sur l'économie de l'Ouest africain, défenseur de la théorie de la souveraineté monétaire africaine. Le 15 mars 1966, Osende Afana est assassiné. Et cela est fait par l'armée française avec ses supplétifs camerounais du régime de M. Aïdjo, dans lequel opère déjà depuis 1961 comme proche collaborateur et donc co-responsable de son bilan, M. Biya, que vous voyez aujourd'hui. Il ne s'arrête point là. Celui qui mène la résistance du peuple camerounais afin d'instaurer une république qui détient sa propre monnaie. Une république dont l'armée est souveraine. Une république qui va parler ses propres langues. Une république qui va elle-même choisir ses dirigeants. Il s'appelle Ernest Wandié. Il dirige l'armée de libération nationale du Cameroun. Il se désigne lui-même comme le président de la République du Cameroun sous Macky. On l'arrête. On le conduit dans un procès ubuesque à Yaoundé auquel on ne veut même pas que ses avocats internationalement constitués participent. On le conduit avec quelques-uns de ses compagnons d'infortune sur la place publique de Bafoussam le 15 janvier 1971 et on l'assassine pour s'être battu pour que nous, Camerounaises et Camerounais, nous soyons libres. Que nous ayons notre propre monnaie.
que nous ayons nos propres élections et des dirigeants qui ne sont pas dictés par la France. On l'assassine. Et à partir de l'élimination du dernier grand chef historique de la résistance camerounaise, commence un règne de la terreur, un règne des espions. Les Camerounais de triste mémoire se souviendront toujours de ce qu'on appelle depuis lors la CEDOC. La CEDOC, c'était la photocopie du SDES français. Les renseignements généraux français ont inspiré la création de ce qu'on appelait le centre de documentation. Le centre de documentation, la CEDOC, c'est-à-dire la police politique du régime Ahidjo Biya, était un haut lieu de torture et d'assassinat. En plein Yaoundé, de toute Camerounaise ou tout Camerounais qui osait répéter les thèses indépendantistes de l'UPC. Les prisons de Donga Mantoum, de Tcholiré, les prisons de Yoko, et lisez en ce sens le livre du doyen Nouk Bassombe, publié chez l'Harmattan en 1986 sous le titre « Détenus sans procès au Cameroun ». Le régime d'Ahidjo était un immense goulag et son premier ministre, son bras droit le plus important auquel il jugera utile d'ailleurs de passer la main, ne se trouvait être que celui que certains veulent présenter aujourd'hui comme un grand panafricaniste, Paul Barthélémy Biya Abimbondo, qui depuis 1975 est le premier ministre d'Ahidjo et qui depuis 1961 est l'un de ses proches collaborateurs, membre de son cabinet civil, secrétaire général à la présidence, bref, associé à toutes les grandes décisions. Ils ont fait du Cameroun une immense et géante prison politique. Jamais, à partir notamment de 1966, il n'y aura à nouveau une consultation multipartite électorale au Cameroun. Ils ont instauré le parti unique. Ils organisent leur propre reproduction sous la protection de la France à la tête de l'État. Ils en profitent d'ailleurs pour détourner l'État camerounais au détriment de l'accord de Fumban qu'ils avaient passé en 1961 avec les Camerounais anglophones. Ils en font en 1972 un État dit unitaire, mettant fin à la République fédérale. Et par la suite, en fait, ils en font un État centralisé. Centralisé entre les mains de qui? Entre les mains d'Ahidjo et par la suite de Biya. C'est-à-dire, en réalité, une dictature. Beaucoup de Camerounais qui aujourd'hui se penchent sur la mort atroce de notre fils, de notre frère, de notre compatriote, le journaliste Martinez Zogo, beaucoup de Camerounais ne se sont pas encore rendus compte et ne veulent toujours pas se rendre compte que c'est parce que l'État du Cameroun a été fondé sur de mauvaises bases que nous sommes condamnés depuis lors à connaître la mort comme la forme principale de l'expression du pouvoir politique. Je dois insister là-dessus. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est que l'écrasante majorité des gens de mon pays, c'est-à-dire des Camerounaises et des Camerounais, toutes régions confondues, n'est toujours pas convaincue que c'est la nature de l'État négrier, de l'État colonial, de l'État néocolonial qui nous a été imposé, qui détermine cette criminalité impunie qui dure maintenant des siècles. Et que si nous n'avons pas remis en cause le principe fondateur de cet État, nous sommes condamnés à assister et à subir la continuité de cette criminalité ontologique, de cette criminalité qui est la racine même de l'État néocolonial, héritier du colonialisme, héritier du négrisme raciste. On tue au Cameroun de cette façon depuis la traite des Noirs, sans arrêt. Avant, c'était directement les criminels racistes blancs, les criminels colons blancs, avec leurs supplétifs africains qui commettaient les crimes. Maintenant, comme le dira Frantz Fanon dans son bel ouvrage « Peau noire, masque blanc », ils ont été remplacés par leurs meilleurs collaborateurs, leurs meilleurs élèves. Ils ont été remplacés par leur équipe présélectionnée de collabos, leur équipe présélectionnée de traîtres à l'Afrique. Et ceux-ci continuent exactement de traiter les Africains comme les négriers ont traité les Africains, comme les colons ont traité les Africains. C'est ainsi que la vie humaine est traitée en Afrique dans des régimes où l'État n'a pas été révolutionné. Donc je vois encore et j'observe les réactions de mes frères et sœurs au Cameroun. L'émotion est générale. La manière dont ils ont tué Martinez Zogo c'est inconsommable. Un esprit normal ne peut pas consommer le genre de mort qui a été donné à cet homme. D'accord?
Mais le problème de la plupart des esprits qu'il y a dans mon pays natal, le Cameroun, c'est qu'ils ne veulent pas connecter cela à l'histoire. Parce que connecter le crime crapuleux qui a été commis contre la personne de notre frère Zogo à l'histoire, cela signifie remettre en cause, réviser complètement sa conception de la citoyenneté, sa conception de la nation et du pays. Ça veut dire se remettre en cause. Or, les Camerounais ont été, depuis lors, rangés dans des cases où on les a enfermés, dans des enclos où on les a enfermés. Et je vais donner les principaux enclos où le peuple camerounais est enfermé. Empêché d'être un peuple un. Comment? Stratégiquement. Non seulement les colons, mais par la suite leurs héritiers. À savoir, les régimes Biya en dernière date et Ahidjo en première date. Comment ils ont bloqué les structures d'une prise de conscience du peuple camerounais comme peuple et d'une fondation d'un État véritablement décolonisé. Un État déracisé. Un État refondé, renaissant dans la civilisation négro-africaine et notamment dans les valeurs les plus hautes de cette civilisation que sont la vérité, la justice, la solidarité. Les valeurs maatiques. Comment ils ont empêché ça au Cameroun? Premier outil qu'ils ont utilisé, bien sûr, la terreur, la violence. En effet, quand un peuple subit pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles, une terreur et une violence pour laquelle il n'y a aucune contrepartie en termes de justice, en termes de punition des coupables, ce peuple finit par intégrer l'idée qu'il n'y peut rien, que subir la violence est son destin. Donc, on a instillé dans le mental du Camerounais le fatalisme d'État. Quand l'État tue, dans la tête de beaucoup de Camerounais et de Camerounais, eh bien, c'est grave, mais on n'y peut rien. Car la nature profonde de l'État, c'est de tuer. Donc, on a normalisé le fatalisme d'État, on a normalisé le terrorisme d'État, on a normalisé la criminalité d'État dans la tête des Camerounais. Voilà le premier enclos. Donc, la prison de la peur, à travers la psychologie de la terreur renouvelée. On a regardé les Camerounais comme ça, on a dit, tiens, il faut qu'on trouve autre chose. Deuxième arme, pour enfermer les Camerounais dans des cases, dans des enclos, les empêcher de faire peuple et de se poser la question de la refondation de l'État. La case tribale. On a fabriqué artificiellement plusieurs Camerouns à l'intérieur du Cameroun, à travers le concept de tribu, le concept d'ethnie. On a fabriqué les portraits robots des grandes ethnies du Cameroun. Et on a laissé penser à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, rangés à l'intérieur de chacune de ces grandes ethnies, qui sont condamnés à ne jamais s'entendre. Car ils ne sont pas tous des Africains. Mieux, ils ne sont même pas tous des humains au même titre. On a fabriqué la psychologie du nordiste. Psychologie très vague. Le nordiste, c'est le goro, c'est la cola et le couteau. Il faut se méfier de ces gens avec leurs grands boubous. Ils passent leur temps à manger du goro et ils cachent toujours un couteau. C'est des gens violents. La psychologie du nordiste. L'idée du nordiste lettré, du nordiste intellectuel, du nordiste vraiment cultivé, du nordiste doué de capacité de participer à la vie universelle de la pensée, on l'a effacé. Non, eux, c'est des sauvages, ils sont dangereux, sous leur boubou, ils se cachent essentiellement un couteau. On a fabriqué la psychologie du Bamileke. Et là, le colon français a fait un travail sérieux pour fabriquer le portrait robot du Bamileke et l'imposer non seulement aux populations de l'ouest du Cameroun, mais aux autres populations. Ah, le Bamileke, sa propension serait à s'enrichir au détriment des autres. Il aurait toujours un plan pour estorquer les biens des autres. On le présente comme un envahisseur dans son propre pays. Je quitte Bafan, je vais m'installer à Bertois, on dit que je suis envahisseur. Oui, c'est-à-dire que c'est du jamais vu. On a créé le concept d'envahisseur. Quelqu'un qui est à l'intérieur de son propre pays, qui s'installe à n'importe quel autre point de son propre pays, on l'appelle envahisseur. C'est un peu comme si nous qui sommes ici en Normandie, je vous parle de Normandie, mais on dirait que parce que j'ai acheté une maison ici, ou parce qu'il y a un voisin chinois là, qui a sa maison à côté, on est des envahisseurs. On a mis dans la tête des Camerounais que leurs compatriotes sont des envahisseurs. On a mis ça dans le crâne des Sawa du littoral. On a mis ça dans le crâne des Beti Boulou du centre-sud. On a mis ça dans le crâne des nordistes.
Et on a mis ça dans le crâne des Bamileke. Vous devrez toujours vous défendre du fait qu'on vous soupçonne de vouloir escroquer, de vouloir vous enrichir au détriment des autres. Et ça crée la méfiance. Le concept de Bamileke est un exemple typique de ces concepts créés par le colon pour empêcher la prise de conscience nationale, le passage à la conscience nationale. On a créé le concept de Sawa. Qu'est-ce que c'est que le Sawa? Le Sawa, tout son problème, c'est d'être bien sapé. Hein? Jolie veste, jolie cravate, et puis de venir à Paris. Tout son problème, c'est de se montrer avec les richesses de l'exhibition. Voir Paris et mourir, c'est ça le Sawa. On a fabriqué le portrait du Sawa. On a même oublié que, à l'entrée des années 40, 50, quelques-uns des meilleurs entrepreneurs du Cameroun venaient du pays Sawa. On a oublié des grandes figures comme celle d'un Paul Sopo Priso, grand entrepreneur camerounais. On n'a pas vu que c'était un Douala. On a fabriqué l'idée que le Douala, c'est un type. Donc tout l'objectif, c'est d'avoir le visa, venir s'installer à Paris ici. Et les dimanches, sortis dans les Mouimba, avec sa pipe, avec sa veste, avec ses chaussures chères. Bref, c'est un sapologue. C'est ça le Douala. Voir Paris et mourir. On a dit que le Douala, de toute façon, le Sawa, son problème, c'est quoi? Ce sont des vendeurs de terrain, c'est des bradeurs de terrain. Tout ça pourquoi? Pour venir à Paris. Et on a fait croire ça au Sawa. Et les soi-disant Sawa, beaucoup croient que c'est ça, ce qu'ils sont. On a fabriqué le mythe du Beti Boulou. Le Beti Boulou, d'ailleurs, c'est celui qu'on appelle le ressortissant du pays organisateur. L'expression pays organisateur signifie issu du même groupe ethnique, grosso modo, que le président Biya. On a mis dans la tête du Beti Boulou, depuis que Biya est arrivé au pouvoir en 82, on a mis dans sa tête que le pouvoir, c'est pour lui. Le pouvoir politique, c'est pour lui. C'est-à-dire que tu peux avoir un de nos compatriotes, Beti Boulou, infiniment pauvre, mais il se sent président. Parce que Paul Biya, qui serait du même groupe ethnique que lui, est un Beti Boulou. Alors, le plus nul, le plus ignorant, le plus incompétent des Beti Boulou est quand même supérieur à n'importe quel autre Camerounais. Parce qu'il est membre de ce qu'on appelle le pays organisateur. On a fabriqué le mythe que le pouvoir d'État, c'est leur affaire. Ce sont eux qui organisent le partage. Parce que la notion de pays organisateur au Cameroun est une expression élaborée pour dire que globalement, le pouvoir se trouve entre les mains systématiquement au Cameroun d'une ethnie. L'ethnie du président. Et toutes les ethnies qui sont alliées à son ethnie participent à l'organisation du pouvoir. Et c'est lui qui partage le gâteau national, la grande mangeoire. On a mis ça dans la tête de nos frères et sœurs, Beti Boulou. Au point que, quand vous discutez avec certains d'entre eux, ceux qui n'ont pas pris conscience du phénomène que je souligne, vous vous rendez compte qu'ils sont souvent porteurs d'une arrogance bizarre. Ils sont porteurs d'une espèce de complexe de supériorité, lié au fait que, entre guillemets, leur frère est au pouvoir. Ils ont cru ça. Et bien sûr, on a répandu le fait qu'ils sont tous des soulards. C'est des jouisseurs. Que eux, de toute façon, le pouvoir, ce n'est qu'une occasion de méoc. C'est des buveurs. Ils sont dans le vin rouge, ils sont dans la bière et ils sont dans la fornication permanente. On a fabriqué ça. On a mis ça dans le crâne de tous les autres Camerounais. Quand tu vois un Beti Boulou, tu as affaire à un jouisseur. Et vous entendrez les Camerounais des autres ethnies les présenter de cette façon-là. Les réduire. Eux, ce sont eux qui prétendent qu'ils ont le pouvoir. Mais en fait, ce sont des jouisseurs, ce sont des fainéants. Ils ne foutent rien de bon. C'est des cons. Ils ne valent rien. On a mis ça dans la tête des autres Camerounais. Et il y a des Camerounais, des autres groupes ethniques, les Sawa, les Bassa et consorts. On leur a fait croire que c'est comme ça qu'ils doivent percevoir le Beti Boulou. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'on le leur fait croire pour qu'il n'y ait pas de terrain d'entente entre un nordiste, entre un Beti Boulou, entre un Bamileke, entre un Bassa, entre un Sawa. Il ne faut pas qu'il y ait de terrain d'entente. Prenons le Bassa. Mes oncles maternels. Et oui, job. On a mis dans la tête des Camerounais que le Bassa se promène toujours avec un timbre dans la poche. C'est un palabreux qui a constamment des affaires en justice. C'est quelqu'un qui a tendance à tout juridiciser. C'est un fou de la justice. C'est un justicier permanent, le Bassa. Donc en fait, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas vivre en paix. Parce qu'à tout moment, l'affaire se retrouve au tribunal. Voilà comment on a caricaturé le Bassa. Parce que l'un des grands leaders de la résistance du Cameroun, Ruben Oumiobe, Bassa de son état, et qu'on appelait en langue Bassa le Mpodol, le porte-parole de la nation, était allé en 1952 à l'ONU porter plainte pour le peuple camerounais, afin de le libérer de la domination française et britannique.
On a ringardisé cette célèbre plainte au nom du peuple camerounais de Ruben Oumyobé pour dire que tous les Bassa sont comme lui. Eux, leur problème, c'est que dès qu'il y a un problème avec un Bassa, ça va finir à l'ONU. Voilà comment on a réduit le Bassa. Oubliant que, mais dans ce peuple Bassa-là, on aura trouvé, comme dans le peuple Beti Boulou, comme dans le peuple Bamileke, comme dans le peuple nordiste, dans tous les groupes ethniques du Cameroun, on aura systématiquement trouvé des êtres humains exceptionnels qui pourraient être la base, en réalité, pour la prise de conscience et la construction d'un peuple camerounais lui-même exceptionnel. On a pris l'anglophone. On a présenté les Camerounais issus de l'ancien Cameroun anglophone comme étant tarés. On part du principe qu'ils sont tarés. D'abord, ils sont supposément bêtes. On va se moquer de leurs accoutrements. A priori, l'anglophone s'habille mal. Donc, on peut le reconnaître à ça. Deux, il n'est pas tout à fait cultivé. C'est un sauvage. Il n'est pas encore entré dans le grand style. Hein? Il ne comprend rien. Et il n'est pas fait pour exercer le pouvoir d'État central. Voilà le mythe de l'anglophone qu'on a construit et qu'on a mis dans la tête des Camerounais. Je viens de vous donner là 4 grands ensembles ethniques au Cameroun. Le nordiste, on l'a simplifié. La cola et le couteau. Attention. Le Beti Boulou, on l'a simplifié. Le pouvoir, c'est leur affaire. Mais ils font quoi avec le pouvoir? Ils volent, ils boivent et ils mangent. C'est tout leur travail. Et ils font l'amour. Hein? Ils volent, ils boivent, ils mangent, ils baisent. C'est le travail de Beti Boulou, ça. On a posé à côté. On a pris le Bamileke. Attention, c'est un escroc. C'est un malin, c'est un voleur. C'est un envahisseur. Attention à lui. Attention au Bamileke. Ah, non, 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 non. Il vaut mieux avoir un serpent comme voisin que d'avoir un Bamileke. On a dit ça. Les Camerounais ont enregistré. On a pris le Bassa, c'est un palabreux. Il a toujours une plainte à porter. Celui-là, de toutes les façons, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Il n'y a aucun espoir avec eux. On a pris le Sawa, c'est un vantard. C'est un exhibitionniste. Il ne vaut rien d'autre. Et voilà comment tous les groupes camerounais ont été globalement saucissonnés dans une représentation qui, en réalité, les considère comme incapables de former ensemble un seul et même peuple. Le tribalisme, qui a été l'un des outils du colonialisme, est devenu une forme normale de vie dans mon pays natal. On y a ajouté d'autres divisions. Les divisions, eh bien, entre les religions et les sectes et consorts. On a introduit d'autres divisions. Les divisions entre les Camerounais qui vivent à l'intérieur et les Camerounais de la diaspora. Camerounais de la diaspora qui sont a priori considérés comme des opposants et auxquels on fait toutes sortes d'obstacles pour les empêcher de participer pleinement à la vie politique nationale à travers la fameuse loi de 1968, excluant tout homme camerounais ayant acquis une autre nationalité que la nationalité camerounaise, de la nationalité camerounaise, mais permettant aux femmes camerounaises d'avoir plusieurs nationalités. On a fabriqué 2 catégories de Camerounais, les Camerounais exclus de nationalité, les Camerounais inclus. Entre les deux, les membres du régime, eux, ils ont le droit d'utiliser toutes les nationalités qu'ils veulent. Bref, en fait, le peuple camerounais a été emprisonné comme ça, dans des cases mentales, qui font que, quand il y a un problème qui se pose, le Camerounais n'a pas comme réflexe de regarder ce problème comme un problème collectif. Il regarde ce problème du point de vue de ses intérêts particuliers. On a tué Martinez Zogo. Il y a des Camerounais qui sont assis là pour dire que c'est pas un nordiste. Wallahi, c'est pas un nordiste, on s'en fout. Il y a des Camerounais qui sont là pour dire que c'est pas un Bami, on s'en fout. Pour une fois que c'est pas un Bami, ouais, Dieu, merci, c'est entre eux. On n'a rien à voir dedans, c'est leur problème. Il y a des Camerounais pour dire que, mais écoutez, c'est pas un Sawa. Les Sawa ont trop souffert, on a été envahis, on nous a pris nos richesses dans ce pays de Zogo. Zogo est mort, n'a boissonné. Je vais faire quoi? Ils l'ont tué. Oui, les Camerounais sont en train de dire ça. Au moment où je vous parle, je les entends. Ah, de toutes les façons, c'est nous les Bassa. C'est les Bassa et les Bamileke qui ont été le plus tués ici. Si vous aussi, on vous tue, goûtez un peu. Oui, on entend ça à Bassa. On entend ça en pays Bamileke. Tuez-vous entre vous. Tuez-vous. Pour une fois, au moins vous nous avez laissé un peu. Continuez. Oui. Donc en fait, il faut que vous maîtrisiez cette psychologie élémentaire du peuple camerounais pour comprendre pourquoi le pays est bloqué. Les gens sont dans des cases, ils sont dans des enclos, ils sont dans des parcs mentaux qui ont été fabriqués depuis l'ère coloniale, renforcés
pendant l'ère, effectivement, néocoloniale, par les régimes Ahidjo et Biya. L'enfermement dans les cases. Les Camerounais sont dans les cases. D'où les réactions sont superficielles. Il n'y a pas la spontanéité de dire la manière de tuer Zogo est une manière de nous tuer tous. À travers Zogo, c'est nous qu'on tue. Comme à travers le million de Camerounais assassinés par l'armée française et ses supplétifs africains entre 1955 et 1971, c'est nous tous qu'on a tués. Quand on a tué les religieuses de Djoum, quand on a tué Mpondo parce qu'il plaidait pour le pétrole du Cameroun, quand on a tué Monseigneur Plumet, évêque français de Ngaoundéré, parce qu'il connaissait des secrets crapuleux du régime, quand on a tué le père Angélbert Mveng, brisant son crâne pour enlever le cerveau, obligeant le père Jean-Marc Ella à fuir la ville de Yaoundé, c'est nous qu'on tuait comme ça. C'est nous qu'on était en train de tuer. Quand on est allé massacrer, sous couvert de commandement opérationnel, plusieurs de nos frères dans le Nord, c'est nous tous qu'on était en train de tuer. Quand on a massacré, eh bien, dans des procès sommaires en Balmayo, plus de 1000 ressortissants du Nord dans l'armée camerounaise, parce qu'ils auraient été considérés comme des partisans ultra fidèles de l'ancien régime d'Ahidjo. C'est nous tous qui avons été assassinés. Quand l'armée camerounaise, dans les années 90, pour réprimer le mouvement démocratique, a massacré les Camerounais dans les rues de Bamenda, de Douala, etc., c'est nous tous qu'on était en train de tuer. Quand en 2008, on a massacré plus de 150 Camerounais qui se protestaient contre l'augmentation anormale du prix des matières, des produits de première nécessité. C'est nous tous qu'on tuait. C'est-à-dire qu'on a brisé le mécanisme qui nous permet de nous reconnaître dans toute Camerounaise et ou dans tout Camerounais qui subit l'injustice. Et c'est comme ça que les Camerounais regardent, par exemple, l'utilisation que le régime fait de la justice. Le régime emprisonne à tour de bras les Camerounais de son choix. D'abord, le régime, sous couvert de lutter contre la corruption, arrête tous ceux qui sont soupçonnés de s'organiser pour le remplacer ou pour le renverser. La lutte anticorruption au Cameroun n'est rien d'autre que l'instrumentalisation de la lutte anticorruption pour la consolidation de la domination. On a appelé ça opération épervier, on appelle ça comme on veut, c'est cela. Donc le régime peut arrêter à tour de bras des fils et filles du centre-sud. Il les fout en prison. Le reste du Cameroun dit c'est bien fait pour leur gueule. Le même régime se lève, il arrête à tour de bras des fils et filles du Nord. Le reste du Cameroun dit c'est aussi bien fait pour les gens du Nord. C'est eux, c'est Ahidjo qui a même créé le bordel ici, c'est bien qu'eux aussi ils souffrent. Le régime se lève, il arrête des fils et des filles, de l'ouest bamileke du Cameroun. Les autres disent c'est bien fait pour les bamileke. Ça leur apprendra à ne pas être voraces. Ils sont trop cupides. Qu'ils aillent aussi un peu en prison, dis donc. Le régime se lève, il attrape des sawas. Il les fout en prison. Oui, comme ça, ils vont moins se vanter, ces salauds-là. Ils passent leur temps à aller se montrer à Paris. On arrête les bassards. On arrête les anglophones. Les Camerounais trouvent toujours une explication permettant de se mettre à l'écart du problème des autres. Voilà le problème que pose donc le énième crime crapuleux du régime néocolonial du Cameroun. L'assassinat de Zogo Martinez. Est-ce que nous allons continuer à laisser, nous, en tant que peuple camerounais, originaire du Cameroun, vivant au Cameroun et en dehors, est-ce que nous allons continuer à faire des réactions de cases? Est-ce que nous allons pouvoir élever notre conscience à une réaction de type collectif? Est-ce que nous allons prendre conscience d'une réaction collective? La nécessité d'une réaction collective. Quand on arrête les militants de l'opposition, du principal leader de l'opposition, le président Maurice Kamto, on les jette en prison et beaucoup sont encore en prison. Les Bibou Nissak, les Alain Fogué sont encore en prison. Est-ce que nous allons comprendre que le fait que le régime soit capable d'emprisonner de manière irrationnelle, arbitraire, abusive des opposants, c'est nous tous qui sommes en prison? Et que cela veut dire que le régime peut se retourner contre n'importe qui au Cameroun et lui faire ça? Est-ce que nous allons finir par comprendre que c'est dans l'intérêt de tous les Camerounais, par-delà les ethnies, les religions, les régions, qu'on n'arrête pas des personnes qui ont simplement manifesté dans les rues et qu'on les garde en prison? Est-ce que nous allons comprendre? Parce que c'est le problème qui se pose là. On ne peut pas mettre fin à la série noire des massacres et des crimes crapuleux au Cameroun si on n'est pas capable de considérer que nous sommes tous concernés dès lors qu'il y en a un qui est violé. Les crimes qui ont été commis au Cameroun anglophone, tout ce qui a été commis, les femmes assassinées avec leurs bébés dans le dos dans le Nord,
tous les milliers de Camerounais anglophones qui sont tombés, qui sont morts. Est-ce que nous avons bien compris que c'est nous qu'on a tués? Parce que c'est là-bas que le régime a continué à développer son droit de tuer à volonté. Est-ce que nous avons compris ça? Si nous n'avons pas compris ça, nous n'allons pas sortir au Cameroun de la spirale meurtrière. Cette spirale meurtrière va continuer à faire le tour du Cameroun, à ôter des vies, à massacrer des hommes. Maintenant, je voudrais insister sur l'axe principal de ma démonstration aujourd'hui. Le mythe du pays organisateur. Qu'est-ce que c'était que le mythe du pays organisateur? C'est que quand M. Biya a pris le pouvoir et qu'il a eu une échauffourée avec son prédécesseur Ahidjo, qui lui avait transmis le pouvoir sous les ordres de la France en 1982, c'est important que vous sachiez qu'Ahidjo n'a jamais été élu. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique au Cameroun. De 1960 à l'instant où je vous parle. Ahidjo n'a jamais été élu. Biya est arrivé au pouvoir en 1982, ce n'est pas le peuple camerounais qui l'a élu. Il s'agit d'une transaction à l'intérieur du régime france-africain du Cameroun. Avec la bénédiction de Paris, Ahidjo l'a choisi en pensant que, à travers lui, Biya, lui, Ahidjo conserverait d'une certaine manière la main sur l'État du Cameroun. Comme président du parti, Biya devenant président de la République. Ça s'est gâté entre eux. Mais Ahidjo n'a jamais été élu. De 1982 à l'instant où je vous parle, Biya n'a jamais été élu. Il n'y a jamais eu une élection digne du nom de démocratie. Il n'y a jamais eu une élection transparente. Et de 1960 à pratiquement 1992, il n'y a jamais eu d'élection multipartite. C'est-à-dire que pendant plus de 30 ans, ils ont confisqué la tête du Cameroun sans s'exposer à l'expression de la volonté populaire. Et à partir de 1992, ils ont truqué le multipartisme. Chaque fois qu'ils perdent des élections, ils utilisent la force, ils utilisent le mensonge, ils utilisent la ruse pour se repositionner au pouvoir et maintenir leur régime à la tête du pays. Bon, ok. Il est important qu'on se pose la question. Quand Biya donc a eu cette crise avec Ahidjo et avec les partisans d'Ahidjo, comme il n'avait pas été élu par le peuple camerounais, Biya a aussitôt déclenché une stratégie d'auto-légitimation par l'ethnie. Il a engagé des procédures, des techniques pour mettre au moins derrière lui tous les ressortissants camerounais issus du centre et du sud du pays, sur la base du principe mécanique de l'appartenance à la même ethnie. C'est ce qu'on appelle le tribalisme d'État. De la même façon qu'Ahidjo, d'une certaine façon, barricadait l'essentiel du régime entre les mains des gens du Nord, en qui lui il avait confiance, Biya lui va aggraver ça. Sous Ahidjo, il y avait encore un certain équilibre du partage de ce gâteau dans l'oligarchie néocolonisée. Biya va aggraver ça, il va resserrer les attributs les plus importants du pouvoir entre les mains de fidèles collaborateurs choisis de manière systématique parmi les ressortissants de l'ethnie Beti et de l'ethnie Boulou. C'est-à-dire les ressortissants globalement des ethnies qui composent le centre et le sud du Cameroun actuel. Une partie de l'Est aussi, bien sûr. Conséquence, la garde présidentielle. Conséquence, le secrétariat général de la présidence. Conséquence, le ministère de la Défense. Conséquence, le ministère des Finances. La plupart des secteurs stratégiques de l'État du Cameroun sont, de facto, entre les mains, principalement, des ressortissants du groupe ethnique, Beti Boulou. C'est cela qu'on appelle donc le pays organisateur. C'est-à-dire que Biya va renforcer l'idée que le pouvoir commence d'abord par se partager entre les Beti Boulou au Cameroun. Et ce sont ceux-ci, sous la direction de leur grand chef. Dans notre langue Beti, on appelle le grand chef le Nkoukouma. Ce sont donc ceux-ci qui ensuite daignent partager quelques miettes de leur pouvoir avec les Camerounais du Nord, avec les Camerounais anglophones, avec les Camerounais des autres ethnies que les ethnies Beti Boulou. C'est ce qu'on appelle le pays organisateur, c'est-à-dire le pays qui organise. Alors, grâce à cela, Paul Biya, dans les moments les plus difficiles de son régime, a souvent bénéficié de la solidarité mécanique de plusieurs de mes frères et sœurs Beti Boulou. C'est-à-dire que dans la tête d'un Beti Boulou qui a grandi au Cameroun, qui a grandi dans la mentalité camerounaise, même quand c'est quelqu'un qui est intellectuellement bien formé, quand c'est quelqu'un qui est bien structuré, dans la tête d'un Beti Boulou, il a l'idée que Paul Biya est le moindre mal, parce qu'il est ressortissant de leur ethnie. Donc, beaucoup de mes frères Beti Boulou peuvent faire des analyses critiques sur la situation du Cameroun, mais ils ne peuvent pas remettre en cause le principe du pays organisateur. C'est-à-dire l'idée que, globalement, le pouvoir d'État doit rester entre les mains, soit de Paul Biya, soit d'un descendant biologique de Paul Biya, soit
d'un membre de l'ethnie Betty Boulou. On a mis ça dans leur crâne. Quand je discute avec mes frères Betty Boulou, et j'en ai, d'autant plus que j'ai la chance d'avoir, malgré les longues années de diaspora, j'ai conservé une bonne connaissance des langues de mon pays. Vous ne pouvez rien dire de caché devant moi, en Ewondo, en Eton, en Boulou. Vous ne pouvez rien dire. Rien. Je dis bien strictement rien. Vous ne pouvez rien dire. Parce que ce sont des langues que j'aime beaucoup et que je connais. Et comme je me suis souvent intéressé, eh bien, aux chansons de chorale, bon, à travers les chansons de chorale, j'ai appris, je connais les langues du centre-sud. Si vous m'immergez, vous me laissez encore pendant même 1 mois ou 2 mois en communauté, je reparle. Vous auriez même du mal à savoir que, à la base, je suis plutôt bassaphone, hein, du littoral, que bétiphone. Makwabo, Makwabomban. Je parle ça sans problème. Vous comprenez, non? Donc, je les connais. Parmi eux, je compte quelques-uns de mes amis. De très longue date. Des amitiés qui sont restées vraiment fidèles et loyales. Mais, la plupart de mes frères Betty Boulou, que moi-même je connais, ils ont toujours une limite mentale. C'est la limite mentale du mythe du pays organisateur. Nous pouvons faire ensemble des analyses critiques sur la situation du Cameroun. On va toujours arriver à un moment donné où ils ne peuvent pas admettre qu'un autre Cameroun soit possible, dans lequel il ne sera pas nécessaire d'être Betty Boulou pour être président. C'est difficile. Dès qu'on aborde cette question centrale, du fait qu'il n'y a pas d'ethnie de président, il ne doit pas y avoir une ethnie de président. Il doit y avoir une compétition équitable pour l'accès aux fonctions publiques d'État. Le peuple camerounais doit choisir librement ses dirigeants et ceux-ci doivent être jugés sur leurs réalisations, sur leur bilan, sanctionnés par de nouvelles élections, surveillés, contrôlés, contrecarrés par des mécanismes indépendants de l'état de droit. Quand vous arrivez avec cette idée, dans une discussion avec nos frères et sœurs Betty Boulou, il y en a très peu qui soient capables de franchir le pas pour dire « oui, c'est ce qu'il faut pour notre pays ». C'est l'ultime blocage que j'appelle le mythe du pays organisateur. Beaucoup de mes frères, Betty et Boulou, sont encore prisonniers du mythe du pays organisateur. C'est à eux donc que je m'adresse. Avec beaucoup d'amour, mais avec vérité. Car qui aime bien châtie bien. Qui bene amat, bene castigat. La manière dont le régime Biya a commencé à vous tuer, et la manière dont il nous tue tous depuis très longtemps, est-ce qu'elle ne vous dit pas qu'il faut sortir du mythe du pays organisateur? Je recommence. Vaut-il mieux que Martinez Zogo ait été tué par les membres de son ethnie au pouvoir? Était-il préférable que Martinez Zogo soit tué par des gens qui le connaissent bien, que de le voir tué, je ne sais pas, par des nordistes, tué par des Sawa, tué par des Bassa, tué par des Bamileke? Parce que si Martinez Zogo avait été victime d'un crime extra-ethnique, c'est-à-dire un crime non perpétré par des élites du centre et sud, je suis sûr que la police et la gendarmerie auraient déjà au moins attrapé les auteurs du crime. D'ailleurs, commettre un tel crime en plein Yaoundé, réussir à kidnapper quelqu'un devant une gendarmerie, laquelle gendarmerie détient des moyens motorisés de poursuite, devant des caméras qui filment et qui identifient le véhicule kidnappeur, réussir à sortir de Yaoundé avec la personne kidnappée, réussir à le faire n'aurait pas été possible si ceux qui ont perpétré ce crime ne bénéficiaient pas de la certitude d'être littéralement dans leur terroir ethnique à Yaoundé. La manière dont le crime a été perpétré indique très clairement que ce sont des élites, Betty Boulou, du régime de M. Paul Biya, qui sont coupables. Je n'ai pas dit tous les Betty Boulou. Il ne faut pas confondre. Je dis bien des élites, Betty Boulou, du régime de Paul Biya, qui sont coupables de l'assassinat de Martinez Zogo. Il n'y a aucun doute là-dessus. N'est-ce pas? Ok. Je pose donc la question à tous les Betty Boulou maintenant. Est-ce que vous vous sentez toujours rassuré par la théorie du pays organisateur? Préférez-vous être tué par vos propres frères dans le cadre des rivalités à l'intérieur du pays organisateur? Ou préférez-vous qu'on mette fin au règne de la mort qui, depuis la traite négrière, la pénétration barbare des colons français, allemands, anglais, jusqu'à l'instauration de la République frelatée, néocolonisée du Cameroun, Swahili Joe Biya, voulez-vous que nous mettions ensemble fin
à ce régime mortifère, issu de la cuisse du colon. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou est-ce que vous préférez qu'on continue à vous donner la mort, comme on nous donne à tous la mort, dans ce pays, depuis des siècles, de manière, eh bien, impunie, impénitente et impitoyable? L'assassinat de Martinez Zogo est un crime qui devrait être un facteur de délivrance de tous les Camerounais en général, et en particulier du Petit Boulou, du mythe du pays organisateur. Je recommence une deuxième fois. L'assassinat de Martinez Zogo, l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo, est malheureusement un de ces électrochocs que la justice cosmique nous envoie à nous tous, Camerounaises, Camerounais, et notamment à mes frères et sœurs du pays Petit Boulou, à mes beaux. Parce que le pays Petit Boulou est un pays de brassage. Hein? J'ai mon sang là-bas. J'ai mon sang là-bas. J'ai mes beaux là-bas. J'ai mes neveux là-bas. C'est mon pays. L'assassinat de Martinez Zogo demande de se libérer du mythe du pays organisateur, d'arrêter de croire qu'on ne pourra bien vivre heureux dans ce pays que quand on a à la présidence de la République quelqu'un qui est ressortissant de son ethnie. Toutes les Camerounaises et tous les Camerounais doivent se délivrer du mythe que l'identité ethnique entre le citoyen et le président en exercice est la garantie d'une supériorité anthropologique. Que nous soyons nordistes, nous n'avons pas à vouloir que quelqu'un soit au pouvoir parce qu'il est nordiste. Que nous soyons Sawa, nous n'avons pas à vouloir que quelqu'un soit au pouvoir parce qu'il est Sawa. Que nous soyons Bamileke, nous n'avons pas à vouloir que quelqu'un soit au pouvoir au Cameroun parce qu'il est Bamileke. Que nous soyons Petit Boulou, nous n'avons pas à vouloir, à imaginer que pour que le pays soit en paix, il faut que ce soit un Petit Boulou qui soit président. Que nous soyons Bassa, que nous soyons de quelques régions du Cameroun, Pygmée et consorts, nous n'avons pas à vouloir que nous soyons anglophones. Nous n'avons pas à vouloir que il faille absolument que celui qui est président soit de notre regroupement ethnique, linguistique, pour que nous soyons assurés d'être des citoyens respectés. Nous devons tous nous délivrer du mythe du pays organisateur. Le pays organisateur ne protège ni le pays en général, ni l'ethnie en particulier. Je recommence une deuxième fois. Le pays organisateur, ce mythe-là, fabriqué par les régimes Ahidjo et Biya, que quand on est membre de l'ethnie du président, on est en sécurité, ce mythe s'est effondré. Vous avez la preuve par la manière dont ils ont tué Martinez Zogo, que nul d'entre nous au Cameroun n'est à l'abri de la mort abjecte. Que nous soyons Camerounais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Nous sommes tous exposés dans le système politique issu de la traite négrière, de la colonisation et du régime néocolonial Ahidjo-Biya. Nous sommes tous de la chair à canon. Pour ces charognards, pour ces voraces, pour ces pourvoiristes, pour ces manipulateurs, eh bien, de l'ethnie, ces manipulateurs de l'État, ces manipulateurs de la justice, qui ont été imposés à notre peuple par, eh bien, la trajectoire coloniale. Donc, nous n'avons plus à espérer du mythe du pays organisateur. Ce mythe doit mourir pour que le peuple camerounais renaisse. Le mythe du pays organisateur doit mourir. Donc, en fait, et je viens à la conclusion de mon propos, tout le monde aura bien compris que la mort de Martinez Zogo ne servira à rien si elle ne nous permet pas collectivement de nous délivrer des enclos où nous avons été enfermés au Cameroun. Si elle ne nous permet pas de nous insurger collectivement, de nous révolter collectivement contre l'injustice qui nous frappe tous, sans pitié, depuis la nuit des temps, cette mort ne nous servira à rien. On peut dire à la suivante. La mort de Zogo a vu un certain nombre de mes compatriotes, mes frères et sœurs du pays Petit Boulou, avoir le courage de commencer à sortir. Je voudrais les féliciter. Je voudrais féliciter la tentative que j'observe pour le moment des chefs traditionnels de la Léquié de protester contre le règne de la mort qui est imposé à tous les Camerounais et qui est imposé en particulier aux Camerounais du centre-sud.
Je voudrais saluer cela. C'est un frémissement intéressant. J'ai mon jeune frère avec qui je suis en dialogue depuis plusieurs mois maintenant. Alors que nous avons été pendant plusieurs années très opposés. Il est sur les réseaux sociaux. J'aime parler de lui. Parce qu'il est dans une dynamique positive. Il commence à comprendre. Comme le dirait mon jeune frère, le combattant africain de la liberté, Kémy Séba, ils finiront tous par comprendre. Au Cameroun, ça commence à comprendre. Je voudrais dire à tous ceux qui ont pris conscience, comme mon jeune frère Patrick Mbala, qui est sur Facebook, qui ont pris conscience que la manière de tuer Zogola, en fait, ça correspond à la manière dont on nous tue depuis très longtemps dans ce pays. Et il n'y a pas que les Betty Boulou qu'on a tués comme ça. Ah, c'est comme ça qu'on tue les Camerounais. C'est comme ça qu'on a massacré en pays Bassa, en pays Bamileke. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a massacré dans le Nord. C'est comme ça qu'on massacre en fait au Cameroun anglophone. Ah, en fait, oui, en fait, c'est comme ça qu'on massacre tout le monde au Cameroun. Et chacun pointe en disant, c'est eux. C'est entre eux. Mbala Patrick fait partie de ces ressortissants de notre centre et sud qui, dans leurs prestations publiques, commencent à prendre conscience. Bon, ils sont nombreux qui rasent les murs à Yaoundé. On attend la prise de position de Yannick Noah. Yannick Noah, la grande star du tennis camerounais, qui s'est pressé de porter un t-shirt. Toutes nos stars, les Yannick Noah, les Samuel Eto'o, toutes les grandes figures de la jet set sportive et artistique camerounaise, on vous attend. Quand George Floyd a été massacré aux États-Unis, vous avez tous porté des t-shirts à son effigie. On vous attend. Faites comme nous, les intellectuels révolutionnaires africains. Faites comme nous. Dites, je suis Martinez Zogo. Faites des t-shirts. Sortez pour parler. Parce que ce qui est choquant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de Patrick Mbala. Mais nous, on est installés dedans depuis longtemps. Nous avons toujours dénoncé. Je connais des manants qui se promènent sur les réseaux sociaux pour me demander de parler du Cameroun. Qui d'entre eux parle du Cameroun plus que moi? Moi, je fais partie de ces Camerounais, de ces rares Camerounais qui ont consacré du temps de leur vie à étudier l'histoire de leur pays et à révéler la tragédie de leur pays. Qu'il me soit permis de lire 2 extraits de ce livre qui a maintenant bientôt 10 ans. Ce livre de 2014. Et comme ça, vous verrez ce que j'avais déjà compris et que j'ai compris il y a longtemps. Je vous cite la page 40. Page 40 de critique de la tragédie camerounaise. Si mes jeunes frères, les Mbala, tout ça là, ils avaient lu, si tous mes frères du centre-sud, ils avaient lu ce livre et l'avaient médité sérieusement, est-ce qu'on serait en retard comme ça? Est-ce que le Cameroun serait derrière comme les fesses? Non. Et il y a eu des livres encore plus éclairants avant celui-ci. Est-ce que les Camerounais lisent encore les livres éclairants? Est-ce qu'ils ont lu ce qu'ont produit les Oumniobe? Est-ce qu'ils ont lu ce qu'ont produit les Wungli Masaga? Ils ont lu ce qu'ont produit les Moukoko Priso? Est-ce qu'ils ont lu les travaux d'Abel et Inga? Vous avez lu? Pour comprendre dans quel problème nous sommes au Cameroun? Vous avez fait l'effort? Même si maintenant, il est devenu l'un des agents du récit de la France-Afrique en Afrique. Lisez les livres de Mbembe. Dans certains de ces livres, il était encore éveillé, il ne dormait pas encore. Il ne ronronnait pas encore du sommeil du nègre reconnu. Lisez ces livres. Lisons. Lisons utile là, les Camerounais. Pour sortir des enclos où on nous a mis. Page 40. Dans le contexte socio-économique de misère crasse qui enserre la majorité des Camerounais, dans l'histoire de violation continue et accrue des droits souverains du peuple et des citoyens, il est clair que le cercle vicieux de la violence politique ira en se consolidant. Les imprécations de tel ou tel groupe de Camerounais de la diaspora, décidés à procéder par la logique insurrectionnelle contre le régime Biya, sont infiniment plus insignifiantes que le fossé, voire l'abîme que les pratiques iniques et cyniques du régime creusent entre lui et le peuple camerounais. La vraie source de l'insurrection populaire anti-Biya, le meilleur fossoyeur du biaïsme, c'est encore le biaïsme lui-même, quel que soit le temps de sa durée chronologique. La compréhensibilité de la violence politique n'est pas à confondre avec l'injustifiabilité de la violence morale. La violence politique a une histoire qui permet, en remontant la genèse,
d'en établir les coupables et les victimes. La violence morale est quant à elle a priori condamnable, car elle suppose une décision autonome de la personne libre, de faire délibérément ce qu'elle sait pourtant condamnable et déraisonnable. Les actes de violence politique, quant à eux, ne descendent pas du ciel comme des tablettes transcendantales de Moïse. Ils s'insèrent dans un procès de domination de l'homme par l'homme, dont la compréhension permet de ne pas égaliser les responsabilités de l'agresseur qui déclenche le processus et de l'agressé qui y réagit pour survivre. L'immoralité personnifiée et la violence politique des tenants du pouvoir camerounais sont donc les clés incontournables pour comprendre la violence défensive et expressive des émeutiers de février 2008. Voilà pourquoi nous voyons en ces émeutes ce que nous appelons une dialectique de l'ordure, c'est-à-dire la restitution quasi purificatrice de la violence du pouvoir au pouvoir lui-même. Catharsis, où se purgent les violences subies et introjetées, dans un défoulement comparable à l'éruption subite d'un volcan longtemps en rumination souterraine. La dialectique de l'ordure est ainsi à la fois une dialectique de l'or qui est dur, une révolte de la rareté et une dialectique de ce qui est dehors et qui est dur, c'est-à-dire une révolte de la marginalité intolérable. Ceux qui confisquent l'or du peuple et qui veulent condamner le peuple à vivre dehors, sur ses propres terres, ont délibérément ouvert la boîte de Pandore des jours suspects à venir. Est-ce pour autant que les Camerounais sont sortis de l'impasse qui les enserre en février 2008 que nenni? L'abîme est encore plus profond. Sans une conscience aiguë de cette jeunesse abîmée, rien de bon ne s'annonce à l'horizon. Il faut donc s'approprier le sentiment d'impasse des jeunes Camerounais pour espérer le transcender. Page 40 à 41 de mon livre, de 2014, voilà ce que j'écrivais. Qu'il me soit permis maintenant de citer quelque chose que je dis, page 160, si je ne m'abuse, j'ai plié cette page. Voilà. Je dis donc ceci. Quels sont les mythes et événements historiques profonds du Cameroun? Ce sont des mythes de résistance et des mythes d'excellence. D'abord, ce sont les mythes et actions historiques de résistance. Ils disent tous une chose fondamentale. Les Camerounaises et les Camerounais sont des êtres humains à part entière et ils ne négocieront jamais avec qui que ce soit au monde leur dignité de personnes humaines. C'est-à-dire de sujets vivants, raisonnables, libres et détenteurs de droits inaliénables. Le sacré vit ici du sang noble, injustement versé pour la liberté, le bien-être et la perpétuation des générations futures. C'est le premier cercle mytho-historique dans lequel puise la puissance de la citoyenneté camerounaise. Nos raisons de vivre et de mourir sont dans les chants écrits de guerre des premiers résistants camerounais contre la pénétration allemande et aboutissent à la prophétie malédiction de Martin-Paul Samba. Vous n'aurez jamais le Cameroun. Ils sont dans le courage de Douala Mangabel et de nombreux autres citoyens hors pair, sans oublier les milliers d'anonymes suppliciés, subissant avec dignité le supplice de la pendaison allemande, parce qu'ils refusent de livrer nos terres à la spoliation de l'étranger. Nos mythes véritables sont dans le génie des chefs Bamoun et de Charles Atangana, et de nombreux autres Camerounaises et Camerounais résistant aux colons français et britanniques jusqu'à l'exil intérieur. Nos mythes fondateurs sont dans la puissance de verbe et d'organisation de l'Union des populations du Cameroun, de Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Ouandié au sein des Afana, et leurs continuateurs qui disent « Aucune force au monde ne peut venir à bout du nationalisme camerounais. » Fin de citation. Donc, il y a longtemps que nous disons, il y a maintenant plus de 25 ans que nous disons à travers le monde, que le Cameroun ne peut se relever que s'il se refonde sur sa véritable mémoire historique. Sa véritable mémoire historique, c'est sa mémoire de résistance. C'est sa mémoire de liberté. C'est sa mémoire de quête de souveraineté. C'est là que nous devons revenir. C'est la brique. Ça, c'est l'angle, la pierre angulaire de la reconstruction du temple, de la civilisation politique camerounaise. On monte, on descend. Tant qu'on ne revient pas à ça, à la question de savoir, sommes-nous collectivement responsables de notre destin? Ou sommes-nous soumis au chef de case? Sommes-nous enfermés dans les cases? Ou sortons-nous des cases pour faire peuple, pour faire corps commun, afin de revendiquer notre bien commun? Tant qu'on n'a pas affronté cette question, ne faites pas le malin, les meurtres vont continuer. L'assassinat de Zogo
indique très clairement que le régime de Yaoundé entre dans sa phase la plus critique. Parce que désormais, à l'intérieur de ce consensus implicite dit du pays organisateur, deux clans manifestement puissants se sont dressés. Le clan des partisans de la succession héréditaire de Franck Biya et le clan de ceux qui veulent qu'il y ait plutôt une succession de type ethnique. Ces deux clans ont commencé à s'affronter. Il faut que le peuple Béti-Boulou refuse de soutenir l'un ou l'autre de ces deux clans. Car leur bagarre n'est pas la bagarre du peuple Béti-Boulou, n'est pas la bagarre du peuple camerounais. Il s'agit d'une rivalité entre deux ailes, d'une bourgeoisie comprador qui a été vomi par le peuple camerounais depuis la nuit des temps. J'implore les Camerounais et les Camerounais du pays Béti-Boulou à ne pas se ranger derrière l'une ou l'autre des factions qui ont commencé à s'affronter à Yaoundé. Car c'est l'une des factions qui a assassiné Zogo. Et c'est parce que ceux qui ont assassiné Zogo sont puissants à l'intérieur de l'État du Cameroun qu'il n'y a pas eu de traque, qu'on n'a pas empêché son assassinat. C'est parce que ceux qui assassinent sont supposés être les forces de l'ordre du Cameroun. C'est parce que ceux qui assassinent sont supposés être les auxiliaires de justice du Cameroun. C'est parce que ceux qui assassinent sont protégés en haut lieu que le meurtre de Zogo s'est perpétré devant tout le monde en plein Yaoundé. C'est organisé devant tout le monde en plein Yaoundé. Et les criminels se promènent devant tout le monde en plein Yaoundé. J'ai noté entre-temps que l'un des journalistes qui ont eu le courage de dénoncer cette ultime barbarie, qui nous rappelle l'assassinat de Samuel Ouazizi, à savoir Roger Tuilé, a fait l'objet, quelques jours après, sa prise de parole colérique et juste sur les médias camerounais d'une tentative d'assassinat à son domicile. Ils sont venus, ils ont voulu assassiner Roger Tuilé. Ils ont grimpé sur sa barrière avec de l'essence, ils ont incendié ses véhicules et ils voulaient incendier l'intérieur de sa maison. Et le message qu'ils lui ont laissé et qu'ils ont crié dans la nuit avant de s'en aller, c'était « Ceci est le dernier avertissement ». Et ceux qui sont venus dans la concession de M. Tuilé, directeur de publication, journaliste connu au Cameroun, sont exactement ceux qui ont assassiné précisément le journaliste Martinez Zogo. Donc les deux clans du pays organisateur rivalisent de terreur. Mais il ne faut pas que le peuple se range derrière un clan. Il faut que le peuple se constitue comme peuple. Il ne s'agit pas de soutenir le clan des assassins de Martinez Zogo contre le clan de ceux avec lesquels Martinez Zogo opérait. Car il avait lui aussi ses soutiens dans le régime, dans le cadre de la logique du pays organisateur. Ceux qui lui donnaient des informations de première main, sont des membres du régime qui sont en rivalité avec ceux qui ont tué Martinez Zogo. Et ce n'est pas fou de penser que, à un moment donné, il pouvait être utile même pour ceux qui lui donnaient des informations, de l'éliminer pour qu'ils ne disent pas comment il a été informé. Donc on a affaire à un véritable crime sorcier. C'est un crime d'une cabale. C'est un carnaval de sorciers sanglants. Un carnaval de sorciers sanglants qui se déroule à Yaoundé. Et il ne faut pas que le peuple camerounais, dans sa diversité, se laisse impressionner et se laisse influencer par l'un des clans de la cabale. Mais que tout le peuple refuse la cabale. Le Cameroun n'appartient pas à quelques Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas à quelques groupuscules d'oligarques du régime Biya. Le Cameroun est supposé être le bien commun du peuple camerounais. Mais pour que cela soit clair, il faut une mobilisation à la taille du peuple camerounais. Ce ne sont pas les gens du centre et sud qui doivent sortir tout seuls pour demander la fin de l'impunité des crimes politiques, des crimes crapuleux au Cameroun. Il doit y avoir une mobilisation dans toutes les régions du pays. Car toutes les régions du pays ont subi cela. Le nord, l'extrême nord, la région de la Damawa, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, le centre, le sud, l'est, l'ouest. Toutes les régions du Cameroun doivent
considéré qu'il est urgent de se mobiliser pour exiger la refondation de l'État du Cameroun sur des bases justes, permettant la garantie de l'État de droit pour tous et pour chacun. On a besoin d'une mobilisation nationale. Que personne ne considère l'assassinat de Zogo comme l'affaire exclusive des Betty Boulou. Car celui qui considère cela est en train de se livrer lui-même et livrer les gens de sa famille à des brutalités comparables pour lesquelles les Betty Boulou vont aussi dire cette fois-ci c'est pas nous, c'est les autres. Nous devons sortir du c'est pas nous, c'est les autres. Nous devons penser un nous commun, un nous ubuntique, un nous mahatique. Il faut que cette révolution se produise dans les crânes. Camerounaises, Camerounais, nous sommes d'abord des êtres humains. Et l'État dans lequel nous vivons, le pays dont nous sommes originaires, doit nous considérer comme êtres humains. En toutes circonstances. Il doit nous considérer comme personnes sujettes de droits et de devoirs. En toutes circonstances. Et nous devons manifester, nous devons revendiquer par-delà les cases de l'ethnie, les cases de la région, les cases de la religion, les cases des partis politiques. Nous devons demander enfin un pays où nos enfants, comme nous-mêmes, ne seront plus jamais exposés à la mort gratuite, à la mort brutale, au mépris total de leurs droits. C'est maintenant qu'on doit le faire. On aurait dû le faire depuis très longtemps. On a essayé de le faire depuis très longtemps, mais il n'y a aucune autre solution pour le Cameroun que la rupture avec les cases, la sortie des cases, la sortie des clans, des enclos ethniques, des enclos religieux, des enclos régionaux. La sortie de tout cela, eh bien, ce sera l'acte libérateur du peuple camerounais. Camerounaises, Camerounais, jamais nous ne devons nous ranger derrière le clan des successeurs héréditaires. La lignée qui irait de Biya à son fils Franck. Nous n'avons rien à y voir. Le Cameroun n'appartient pas à une famille. Jamais nous devons nous aligner devant les adversaires de Franck Biya à l'intérieur du régime qui disent que le pouvoir politique doit rester entre les mains des Betty Boulou, mais pas, par définition, un descendant biologique de Paul Biya. Leur thèse aussi est fausse. Elle est aussi fausse que la thèse héreditariste. Nous devons refuser l'idée que le bien commun, le pouvoir politique, soit à nouveau confisqué par les héritiers du colon. Nous devons reprendre, avec des moyens nouveaux, avec une énergie nouvelle, le chemin de l'émancipation populaire et de la refondation de la nation sur un état de droit d'inspiration civilisationnelle négro-africaine. C'est le chemin. Personnellement, j'en connais pas d'autres. Et j'ai amplement écrit, j'ai amplement conférencé en ce monde pour cela. Le mythe du pays organisateur est mort. Pour ceux qui ont pris conscience de ce dont je viens de parler. Ce qui doit remplacer ce mythe, c'est le mythe de la refondation nationale. C'est le mythe de la renaissance nationale. C'est le mythe, d'une reconstruction sur des bases plus fermes de cette chose publique à laquelle nous tenons, le Cameroun, Afrique en miniature, le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je vous souhaite, à travers le Cameroun, un excellent week-end. J'adresse une fois de plus mes condoléances à la famille de Martinez Zogo. J'appelle à une large mobilisation du peuple pour exiger la refondation de l'état de droit national, la fin de l'impunité, la traque des assassins. J'appelle mes frères et sœurs du pays Betty Boulou à sortir du mythe du pays organisateur. Ce mythe a vécu. Ce mythe a fait long feu. Il est mort. Il est embaumé. Et vivement, à bientôt au Cameroun. Car un autre Cameroun a toujours été possible.
Lama banangem kindir mange, emano, emumanye longue. Vous voulez comprendre la tragédie camerounaise? Surtout vous, peuple camerounais, mais également vous, les chamotons et les moutons de Ouattara. Commandez chez l'Harmattan à Paris ce livre. Il coûte seulement 25 €. Les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, qui prétendent être très riches, n'auront pas de mal à acheter ce livre. Publié depuis 2014. Et il y a de la pédagogie pour tout Africain dans ce livre. Critique de la tragédie camerounaise. Achetez ce livre. Achetez ces près de 250 pages pour vous mettre à la hauteur. Les chamotons et les moutons. Recommandations de lecture. Ata, ma bege Joljon, Ataraye Obanyambe, Koli Nilipe, Melobi Sugo, ye, Anyambe, Yoli Pimjon, Melobi Sugo, ye, Anyambe, Yoli Pimjon, oh, Ata, ma bege Joljon, Awent, Ukoli Nilipe. Merci à toi, Ange Quadiobis. Suite à Zanyou. Ma beres Jojo, Taranungi, Ukoli Nilipe. Ah, ma belle langue Bassa Bantou du Cameroun. Eh, l'emiem, Wenganda. Lemini, lembomboyem. Angobindop mabim. Angobasong bangwem. Lonanina. Emblana mannan. Emblana lalnan. Alokat. Melobi sugon ye. Mais yega bébé wasona bon ma Cameroun. Pamgana. Norna kere mamboui. Ka kunde unun tembulo. Ma beges Joljon, mais Ukoli Nilipe. À bientôt au Cameroun. À bientôt au Cameroun. À bientôt au Cameroun. L'heure arrive bientôt. Ata, ma beges Joljon. Amonyan. Amodjan. Amon Tate. Cameroun yi wo. Zamba Tate wo. Zamba Tate Beti Boulou Besse. Beti Boulou Besse bene bongo ba Cameroun. Zamba Tate Cameroun. Cameroun isse. Munga Karwa. Bebla. Bibala. Zamba Tate Cameroun. Cameroun yi Zamba, Zamba yi Cameroun. Munga Karwa. Voilà. Portez-vous bien.